Il est vraiment important de comprendre, dans son ensemble, le problème de la vie. À partir du moment où nous sommes nés de l'époque de la mort, nous nous voyons dans un conflit pérenne. Il y a une lutte incessante, non seulement en nous-mêmes, mais à l'extérieur dans toutes nos relations. Attention et combat. La division constante est la notion de notre existence individuelle distincte, opposée à celle de la communauté. Dans les relations les plus intimes, chacune cherche, secrètement ou ouvertement, son même plaisir. Chacun vise ses propres cibles, leur achèvement, créant des frustrations de chance pour eux-mêmes. Ce que nous appelons vivre est un état de confusion. Au milieu de cette confusion, nous voulons être des créateurs. Un individu, doté de talent, écrit un livre, un poème, peint une image, etc. Mais tout dans le même niveau de lutte, d'angoisse et de désespoir. Et c'est ce que vous considérez comme un créateur vivant. En voyageant sur la Lune, en vivant sous la mer, en faisant des guerres. Dans tout est cette lutte constante et incarnée de l'homme contre l'homme. Et notre vie, je pense que nous devrions considérer cette question très sérieusement et profondément. Et si possible découvrir l'état mental dans lequel on est entièrement libre de lutte, à la fois au niveau conscient et dans les couches subconscientes. La beauté ne résulte pas du conflit. Lorsque vous voyez la beauté d'un cours d'eau, montagne ou rapide, dans cette perception directe, il n'y a pas d'état de lutte. Il n'y a pas beaucoup de beauté dans nos vies à cause de la bataille vivace. Beaucoup noté pour le découvrir. L'état mental qui est essentiellement beau et lucide, jamais frappé par la lutte. En comprenant cette lutte non seulement au niveau verbal ou intellectuel, mais dans la vie réelle de chaque jour, nous trouverons certainement un certain type de paix en nous-mêmes et dans le monde. Ce matin, si nous marchons prudemment, avec une vigilance sensible, nous pouvons avoir la possibilité de comprendre la bataille dans laquelle nous vivons et en libérons. Quelle est la cause fondamentale de ce conflit et de ce contradiction? Posez cette question vous-même. N'essayez pas de formuler une explication verbale, mais traitez une grande partie de la découverte. Et non verbalement, si possible, la base de cette contradiction et de cette division, de cette lutte et de cet conflit. Vous pouvez enquêter ou percevoir immédiatement cette base. Analytiquement, il peut révéler progressivement. De cette façon, la nature, la structure, la cause et l'effet de notre lutte intérieure, la lutte entre l'individu et l'État, peuvent être découvertes. Ou, vous pouvez remarquer instantanément votre cause. De cette façon, la cause de tout ce conflit est découverte et elle est prête à percevoir le vrai respectif. Nous essayons donc de comprendre ce que signifie analyser, essayer de découvrir intellectuellement, verbalement, la cause du conflit. Parce qu'en même temps de comprendre le processus analytique dans lequel se produit sa vérité ou son mensonge, il en sera complètement exempt. Mais cette compréhension signifie que vos yeux, votre esprit et votre cœur perçoivent immédiatement la vérité concernant ce processus. Pour lui, nous nous sommes déjà habitués à cela. Nous sommes conditionnés à dépendre de l'analyse et des conjectures philosophiques et psychologiques des spécialistes pour chercher à comprendre le processus de vie entier et complexe, analytiquement et intellectuellement. Avec cela, nous ne préconisons pas le contraire. La sentimentalité ou l'émotivité est clairement compris la nature et la structure du processus analytique, alors aura une nouvelle vision des choses et peut imprimer l'énergie, jusqu'à présent appliquée à l'analyse, une direction totalement différente. L'analyse implique la division, l'analyste et la chose à analyser. Peu importe que vous vous analysez ou si vous êtes un expert qui le fait, de toute façon, il y a une division. Et par conséquent, nous avons déjà le début du conflit. Nous ne pouvons faire des choses extraordinaires que lorsqu'il y a une grande passion, et donc une énergie abondante. Seule cette passion peut créer une vie d'espèce totalement différente en nous-mêmes et dans le monde. C'est pourquoi il est si important de comprendre le processus d'analyse auquel l'esprit humain il est attaché depuis tant de siècles. Parmi les nombreux fragments dans lesquels nous nous trouvons divisés, on assume l'autorité en tant qu'analyste. La chose à analyser est l'autre fragment. Cet analyste devient le capteur.
Avec vos connaissances accumulées, il évalue le bien et le mal, qui devrait ou ne devrait pas être réprimé, etc. L'analyste a le devoir de faire une analyse complète. Si ce n'est pas des évaluations, vos conclusions seront partielles. L'analyste doit examiner chaque pensée, tout ce dont vous avez besoin pour analyser, et cela prend du temps. On peut passer une vie à analyser si la personne a de l'argent et une inclination pour elle, ou si elle tombe amoureuse de l'analyste, etc. Vous pouvez passer chaque jour de vie en analysant, et à la fin, vous vous retrouverez au même endroit où vous êtes parti, et avec encore plus de choses à analyser. Nous avons déjà vu que dans l'analyse, il y a une division en analyste et quelque chose analysé, et que l'analyste doit analyser très précisément, complètement, sinon ses conclusions rendront la prochaine analyse difficile. Nous avons vu de plus. Le processus analytique nécessite un temps infini pendant lequel d'autres choses peuvent se produire. Ainsi, voir toute la structure de l'analyse, puis, en réalité, un déni, un rejet de celui-ci. Voir ce que l'analyse implique est le déni de cette action, c'est-à-dire une action complète. Question. Qu'entendez-vous par action incomplète? Réponse. L'action qui suit une idée, une idéologie, l'expérience accumulée, cette action vise toujours à aborder l'idéal, le prototype, et donc il y a une séparation entre elle et l'idéal. Cette action n'est jamais complète. L'analyse n'est jamais complète. Le déni de cette action incomplète est une action totale. En réalisant la futilité, l'inanité de l'analyse et tous les problèmes inhérents, l'esprit ne sera jamais intéressé. Il ne voudra jamais comprendre une véritable analyse. L'esprit qui comprenait le processus d'analyse est devenu pénétrant, vivant, sensible, car il a rejeté cette chose que nous considérons comme le seul moyen et le seul mode de compréhension. Venir clairement pour vous et non forcé ou contraint par les arguments et le raisonnement des autres. Le mensonge ou la vérité, en référence à l'analyse, votre esprit deviendra alors exempt de lui et aura l'énergie nécessaire pour regarder et étudier dans une autre direction. Et quelle est cette autre direction? C'est une perception immédiate, c'est-à-dire l'action totale. Comme nous l'avons vu, il y a une séparation entre l'analyste et la chose à analyser, point, entre l'observateur et la chose observée. Et c'est la cause fondamentale du conflit. Lorsque nous observons, nous le faisons toujours en fonction d'un centre, de notre fond d'expérience et de nos connaissances. Le moi, en tant que catholique, communiste ou expert, regarde. Ainsi, la séparation entre moi et la chose observée. Cela ne nécessite pas beaucoup de compréhension, étant un fait évident. Quand il regarde un arbre, votre mari ou votre femme, il y a cette séparation. Il existe entre vous et la communauté. Oh, alors, observateur et observé. Dans cette division, la contradiction produit inévitablement. Cette contradiction est la racine de toutes les luttes. Si vous réalisez que c'est la cause fondamentale du conflit, vous vous demandez bientôt, vous pouvez observer, sans le soi, le capteur, sans aucune de notre expérience accumulée de détresse, de conflit, de brutalité, de vanité, de fierté, de désespoir, qui constitue le moi. On peut observer sans le passé, les souvenirs, les conclusions et les espoirs apportés du passé, à observer sans ce fond étant le soi, l'observateur, pour se séparer de la chose observée. Avez-vous déjà noté sans lui? Faites cela maintenant, s'il vous plaît, même pour le plaisir. Regardez les choses objectivement externes. Écoutez les sons de la rivière. Observez les contours des montagnes, la beauté, la clarté autour de vous. Ceci est relativement facile, sans la présence de soi, ce qui est le passé comme l'observateur. Mais pouvez-vous regarder à l'intérieur, sans l'observateur? Ayez la gentillesse de regarder votre conditionnement, votre éducation, votre façon de penser, vos conclusions et vos préjugés, sans aucune sorte de condamnation, d'explication ou de justification, d'observer uniquement. Quand il est observé, il n'y a pas d'observateur et il n'y a donc pas de conflit.
Ce mode de vie est totalement différent de l'autre. Ce n'est pas l'opposé de l'autre, ni une réaction. C'est différent, il y a une vérité infinie, une énergie et une passion abondante. C'est une observation totale et une action complète. Lorsque vous avez vu et bien compris, votre action sera toujours lucide. C'est comme regarder toute la carte au lieu du détail où vous voulez aller. Cela découvre, pour vous-même, en tant qu'être humain, qu'il est possible de vivre sans tout type de conflit. Cela implique une énorme révolution intérieure. La révolution intérieure complète et totale, le produit de la compréhension du conflit causé par la division entre l'observateur et la chose observée, donne lieu à une vie de qualité entièrement différente. Maintenant, si c'est bon pour vous, pénétrons davantage dans cette affaire à travers des questions. Question. Comment pouvons-nous divorcer des problèmes si nous vivons dans un monde plein de problèmes? Réponse. Êtes-vous différent dans le monde? N'êtes-vous pas le monde? Interrogando. Je suis une personne simple qui vit dans le monde. Krishnamurti. Une personne simple qui vit dans le monde. Dissociée et déconnectée de tout ce qui se passe dans le monde? Interrogando. Non. J'en fais partie. Mais comment puis-je le divorcer? Krishnamurti n'a aucune possibilité de divorcer du monde. Vous êtes le monde. Si vous vivez dans un monde chrétien et que vous êtes conditionné par sa civilisation, sa religion, son éducation, son industrialisation, etc., il ne peut en aucun cas séparer de ce monde. Les moines ont toujours essayé de se retirer du monde, s'isolant dans les monastères, et pourtant ils sont le résultat du monde dans lequel ils vivent. Ils ont l'intention d'échapper à cette culture, revenant à son dos, se consacrant à ce qu'ils considèrent comme la vérité, l'idéal de Jésus, et ainsi de suite. Question. Quelle possibilité ai-je à m'examiner avec mon esprit plein de soucis? Gagner de l'argent, acheter votre propre maison et... Réponse. Comment affrontez-vous votre travail? Comment le considérez-vous? Interrogando. Comme moyen de subsistance dans ce monde. Christian Murti. J'ai besoin d'un emploi pour subsister. Toute structure la société, que ce soit ici ou en Russie, est basée sur la substitution à tout prix, faisant ce que la société détermine. Comment subsister en toute sécurité? Dur. Quand il y a une division entre nous. Lorsque vous êtes en Europe et que je suis asiatique, quand il y a une séparation, chacun de nous en concurrence pour être la sécurité, pour subsister donc, pour se battre individuellement ou collectivement, comment la subsistance est-elle possible? Subsistance temporaire. La vraie question n'est donc pas une subsistance, mais on peut vivre dans ce monde sans aucune division. Lorsqu'il n'y a plus de division, nous pouvons subsister au plein et sans crainte. Il y avait déjà des guerres religieuses, il y avait des guerres hideuses entre catholiques et protestants, chaque faction affirmant que nous devons subsister. Je ne lui ai jamais dit à quel point cette division est-elle stupide. L'un croyant en cela et un autre en veut. Ils n'ont jamais réalisé l'absurdité de leur conditionnement. Nous pouvons appliquer toute la force de notre pensée, nos sentiments, notre passion, d'en découvrir s'il est possible de vivre sans cette division. Cela en vaut-il la peine, avec une plénitude et une sécurité complète? Mais rien de tout cela ne vous intéresse. Vous ne vous intéressez que de subsister. Vous voyez, les messieurs, les gouvernements souverains avec leurs armées ont divisé le monde et s'assaillent toujours mutuellement afin de maintenir leur prestige et d'assurer leur subsistance économique. Entre de bonnes mains et sans avoir besoin de politiciens, les ordinateurs pourront changer toute la structure de ce monde. Mais nous n'avons aucun intérêt pour l'union de l'humanité. Cependant, politiquement, c'est le seul problème. Et ce problème ne sera résolu que lorsqu'il n'y a plus de politiciens, pas de gouvernement souverain, pas de secte religieuse distincte. C'est que vous présentez ici qui sont les meilleurs hommes pour les résoudre. Question. L'analyse consciente n'est-elle pas nécessaire pour parvenir à cette conclusion? Réponse. Est-ce une conclusion? Le résultat d'une analyse?
Notez simplement le fait. On peut voir que le monde est divisé par des gouvernements souverains et religions. Pouvez-vous voir que c'est une analyse? Question. Ne pensez-vous pas que pour changer cet état de choses, avons-nous également besoin d'une révolution externe? Réponse. Révolution interne et externe en même temps. Pas d'abord et de l'autre, les deux doivent être simultanés. Ce doit être un intérieur instantané et une révolution extérieure, sans autre soulagement à l'un ou l'autre. Et comment le faire? Ce n'est que lorsque vous voyez cette vérité que la révolution intérieure est la révolution extérieure. En ce qui concerne réellement et non intellectuellement, verbalement et idéalement, la révolution aura lieu. Maintenant, est-ce une révolution intérieure et totale en vous? S'il n'existe pas et veut promouvoir la révolution extérieure, elle implantera le chaos dans le monde. Mais il y a déjà du chaos dans le monde. Question. Vous parlez des gouvernements, des églises et du nationalisme. Ils ont ce pouvoir appelé le pouvoir. Krishnamurti, les bureaucrates veulent du pouvoir et l'ont. Vous ne voulez pas faire preuve de pouvoir sur votre femme ou votre mari. Dans vos conclusions, par rapport à ce que vous pensez être juste, il y a du pouvoir. Tous humains désirent un certain type de pouvoir. Par conséquent, ils n'attaquent pas le pouvoir que les autres sont investis. Cependant, vous libérez du désir de pouvoir en vous-même. Votre action sera alors totalement différente. Nous voulons attaquer le pouvoir extérieur, le déchirer des mains de ceux qui le tiennent pour le donner à quelqu'un d'autre. Et nous ne disons jamais « libre de toutes sortes de dominance et de possession ». Si vous appliquez réellement toute l'énergie de votre esprit pour vous libérer de tout type de pouvoir, c'est-à-dire que cela fonctionne sans prendre position, il serait en mesure de créer une société entièrement différente. Interrogando. Si vous avez faim, vous ne pouvez même pas commencer à traiter ces problèmes. Krishnamurti. Si vous aviez vraiment faim, vous ne seriez pas là. Nous n'avons pas faim et nous avons donc le temps d'écouter et d'observer. Vous pouvez prétendre qu'être un petit groupe de personnes, une goutte d'eau dans l'océan, que pouvons-nous faire? C'est une question valable lorsque nous nous voyons en présence de l'énorme et problèmes complexes du monde dans lequel nous vivons. En tant qu'entité humaine, en tant qu'individu simple, que puis-je faire? Si vous étiez totalement confronté au problème, poseriez-vous une telle question? Je travaillerai maintenant à comprendre, Seigneur. En disant ce que je peux faire, cette question désigne déjà le désespoir. Question. Beaucoup de gens sont affamés et doivent faire immédiatement ce qui est nécessaire pour survivre. Que peuvent-ils signifier pour eux, que dites-vous ici? Krishnamurti. Rien. Quand j'ai faim, je veux de la nourriture. Et ce qui dit ici a très peu de sens pour moi. Alors, que voulez-vous demander? Interrogez, nous sommes une minorité, un groupe insignifiant. La grande majorité en Inde, en Asie, dans certaines parties de l'Europe et de l'Amérique, a vraiment faim. Quelle influence pouvez-vous avoir chez toutes ces personnes? Que dites-vous ici? Krishnamurti, cela dépend de vous, ce qui fait vraiment en tant que minorité insignifiante. Une énorme révolution se produira dans le monde lorsqu'un la minorité de personnes est devenue intérieurement préoccupée par les afflictions du monde, la pauvreté, la dégradation, la faim. Vous demandez que puis-je faire? Ce qui peut être fait est ou adhérer à une révolution externe donnée, essayant de briser la structure sociale actuelle pour en créer une autre, à partir d'une nouvelle espèce, avec les mêmes afflictions qu'auparavant, ou considérer la possibilité d'une révolution totale, pas partielle ou simplement physique, dans lequel la psyché peut agir dans une relation entièrement différente avec la société. Interrogando. Il parle comme si la révolution intérieure se produisait instantanément. Est-ce vraiment ainsi que cela se produit? Réponse. La révolution intérieure dépend-elle du temps, du changement interne progressif? C'est une question très complexe. Nous sommes conditionnés à accepter l'idée que le changement se produira en raison d'une révolution interne et progressive. Il est clair, le changement progressivement ou se produit instantanément, lorsque la vérité est perçue au propos de vous,
Lorsque vous voyez un danger soudain, l'action est instantanée, n'est-ce pas? Il n'est ni progressif, ni analytique. En présence de danger, il y a une action immédiate. Nous vous indiquons les dangers. Les dangers de l'analyse, le danger de soif de pouvoir, le danger de report, de division. Quand on voit la dangerosité de quelque chose, pas verbalement, mais vraiment, physiquement et psychologiquement, il y a alors une action spontanée, l'action de la révolution immédiate. Pour voir ces dangers psychologiques, vous avez besoin d'un esprit sensible, alerte et vigilant. Si vous demandez comment obtenir un esprit vigilant et sensible, vous vous reverrez avec la progression. Mais si vous réalisez le besoin d'une révolution instantanée, comme en présence d'un danger, vous réalisez le besoin d'une action immédiate. Et la société est un danger. Et toutes les choses qui vous entourent dangereuses, il y aura alors une action totale. Je n'ai pas l'intention de vous conduire pour être d'accord avec ce que je dis, mais réalisez-vous que cette pensée se divise inévitablement. Notez ce qui se passe. Voyant que le nationalisme a conduit à toutes sortes de guerres et de détresse, dit que nous nous unirons tous et formerons une Ligue des Nations. Mais la réflexion fonctionne toujours. Maintenant, toujours la séparation. Vous en tant qu'Italien, en gardant votre souveraineté italienne, et ainsi de suite. Tout en parlant de fraternité, la séparation est maintenue, et c'est de l'hypocrisie. Ce double jeu est caractéristique de la pensée. On voit donc que la pensée n'apporte aucune solution, mais il ne résulte pas qu'il est nécessaire de tuer l'esprit. Quel est l'esprit qui voit dans son intégralité tous les problèmes qui surviennent? Un problème sexuel est un problème total, lié à la culture, au caractère, aux divers problèmes de la vie. Pas un problème de la vie, pas un fragment de problème. Quel est l'esprit qui voit chaque problème totalement? Dites, interrogando. J'ai compris ce que j'ai dit, mais... Il y a une question. Krishnamurti, vous dites que vous avez compris ce que fait la pensée, à la fois au niveau le plus élevé et le plus bas, mais s'il y a encore une autre question, qui le présente-t-il? Lorsque le cerveau, tout le système nerveux, l'esprit qui englobe tout cet ensemble, dit, a compris la nature de la pensée. Donc la prochaine étape est la suivante, voyez si l'esprit peut regarder la vie dans toute son immense et sa complexité, avec ses afflictions apparemment sans fin. C'est la seule question, et ce n'est pas la pensée qui se présente. L'esprit, ayant observé toute la structure de la pensée, connaît maintenant sa valeur relative. Il peut sembler avec les yeux, jamais maladroit pour le passé. C'est une question très sérieuse et non un simple passe-temps. Nous devons consacrer notre énergie et notre passion et nos vies pour la comprendre. Parce que c'est la seule solution à cette terrible brutalité, à l'affliction, à la dégradation et à la corruption de toutes sortes. L'esprit, le cerveau, qui a également été corrompu par l'influence du temps, pour se taire afin qu'il puisse voir la vie comme un tout et donc se débarrasser de tous les problèmes? Un seul problème se pose lorsque la vie est vue fragmentairement. Découvrez à quel point il est beau de voir la vie dans son ensemble. Lorsque vous voyez la vie dans son ensemble, il n'y a plus de problème. Seul le cœur fragmenté crée des problèmes. Le centre du fragment est le soi. Le moi est créé par la pensée. Il n'a pas de réalité en soi. Le moi, ma maison, ma déception, mon désir de devenir important, c'est le produit de la pensée qui divise. Et l'esprit peut-il sembler sans soi? N'ayant aucune possibilité de le faire, celui-ci dit « Oh, je me consacrerai à Jésus, au Bouddha, à ceci ou à cela. Comprends, je deviendrai un communiste pour me consacrer à tout le monde. Le moi qui s'identifie à ce que vous considérez plus grand est toujours moi. Alors vous demandez, l'esprit, le cerveau, le cœur, l'être entier, peut-il observer sans le soi? Le moi qui vient du passé? Il n'y a pas de présent. Le cadeau n'appartient pas au temps. L'esprit peut se libérer de soi pour regarder toute l'immensité de la vie.
Il peut, oui, et complètement, quand il est profondément compris, avec tout l'être, la nature de la pensée. Si vous n'avez pas consacré votre attention, tout ce que vous avez pour savoir quelle est la pensée, vous n'aurez jamais la possibilité de savoir, s'il est possible, d'observer sans le soi. Si vous n'êtes pas en mesure d'observer sans le soi, les problèmes resteront existants. Chaque problème, en opposition à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre. Et je peux vous assurer que tous ces problèmes cesseront lorsque l'homme commencera à vivre complètement différemment. Lorsque l'esprit peut considérer le monde comme un mouvement total. Question. Au début de la conférence, vous avez dit que vous aimeriez savoir pourquoi nous avons essayé de résoudre les problèmes séparément. L'urgence n'est-elle pas l'une des raisons qui nous empêche de résoudre les problèmes isolément? Réponse. Lorsque vous voyez un danger, vous agissez. Dans cette action, il n'y a pas d'urgence, aucune impatience. Nous agissons. Il n'y a que l'urgence et l'exigence d'une action immédiate lorsque vous voyez le danger comme une menace pour soi, comme la pensée. Lorsque la dangerosité de la pensée est surmontée, pour diviser le monde en fragments, se voir est l'urgence et l'action. En voyant vraiment la fin, comme il existe en Inde, et en voyant comment ces conditions ont été créées, l'indifférence des personnes et des gouvernements, l'ineptie des politiciens. Que devrait-il faire? Attaquer un aspect donné du problème de la faim dans l'isolement. Ou dit, est-ce que tout cela est un fait psychologique centré sur soi qui a été créé par la pensée? Si ce problème, à tous égards, est complet et pleinement compris, non seulement la faim physique, mais la misère humaine résultant du manque d'amour, vous saurez quelle est la bonne action. Le changement lui-même est l'urgence. Ce n'est pas à cause de l'urgence que le changement se produit. Interrogé, il semble dire que la pensée doit fonctionner, et en même temps, qui ne peut pas fonctionner. Krishnamurti. Pensée doit fonctionner logiquement, impersonnellement, et cependant, rester silencieux. Comment cela peut-il être vu? Voir ou comprendre vraiment la nature de la pensée. Pas selon moi ou tout expert. Voyez-vous comment fonctionne cette pensée? Maintenant, monsieur, quand il vous pose une question sur quelque chose que vous connaissez parfaitement, votre réponse est immédiate, n'est-ce pas? Oh. Si la question est quelque peu compliquée, vous avez besoin de plus de temps pour répondre. Lorsque le cerveau pose une question dont il ne peut pas trouver la réponse, après avoir réduit tous ses souvenirs et ses livres, alors il dit « Je ne sais pas ». Il a fait l'utilisation de la pensée pour dire « Tu ne sais pas ?» En disant que je ne sais pas, votre esprit ne cherche pas, il n'attend pas. L'esprit qui dit que je ne sais pas est entièrement différent de l'esprit qui fonctionne avec la connaissance. L'esprit peut-il être complètement exempt de connaissance et pourtant fonctionner efficacement dans le domaine de la connaissance? Les deux champs ne sont pas séparés. Lorsque vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, il est nécessaire de rejeter le passé. Le nouveau ne peut se manifester que lorsqu'il est libéré de la connaissance. Cette liberté peut être constante, ce qui signifie que l'esprit vit dans un silence complet, dans un état de non-existence. Cet état de non-existence et de silence est vaste et en elle, nous pouvons servir les connaissances techniques à des fins pratiques. De plus, à l'intérieur de ce silence, on peut observer toute la vie sans soi. Au début de la conférence, vous avez dit que, lorsque vous voulez changer les choses à l'extérieur, cette action conduit à la dictature d'un groupe ou d'une personne. Ne pensez-vous pas que nous vivons sous la dictature de l'argent et de l'industrie? Krishnamurti, bien sûr. Là où il y a l'autorité, il y a la dictature. Pour promouvoir un changement social, religieux ou humain, il est d'abord nécessaire de comprendre toute la structure de la pensée. Comment le soi-même peut-il chercher le pouvoir de vivre sans chercher du pouvoir? Réponse, monsieur. Un rejet n'est-il pas naturel de chercher de l'énergie? Krishnamurti, c'est certainement naturel. Comme vous le dites, il est naturel qu'un chien veuille maîtriser les autres chiens. Mais nous sommes considérés par des êtres humains, instruits et intelligents. Et il semble que dans tous ces millénaires, nous n'apprenons pas à vivre sans cette soif de pouvoir. Interrogando. Je voudrais savoir si l'esprit est capable de poser une question sur elle-même dont elle ne connaît plus la réponse.
Krishnamurti, lorsque l'esprit comme moi, en tant que pensée séparée, se pose une question de son propre respect, a déjà trouvé la réponse, car il parle de lui-même. Il joue la même cloche avec une cloche différente, mais la cloche est la même. Interrogando. Pouvons-nous agir sans moi? Cela ne signifie-t-il pas vivre dans la contemplation? Krishnamurti, pouvez-vous vivre dans l'isolement de la contemplation? Qui vous donnera de la nourriture, des vêtements? Les moines et les divers imposteurs religieux l'ont toujours fait. En Inde, il y a des gens qui disent je vis dans la contemplation, les aliments, la robe, la baignoire, je suis complètement déconnecté du monde. Eh bien, c'est très enfantin. Il n'a aucune possibilité de s'isoler, qui est toujours par rapport au passé ou aux choses qui vous entourent. Vivant isolément, appelant cette contemplation, c'est une simple évasion ou auto. Si vous voulez comprendre et être libre de la peur, vous devez comprendre le plaisir, car ce sont des choses liées. Lors de la dernière réunion, nous parlions de la structure et des activités de pensée, sur la façon dont la pensée divise et crée d'énormes conflits dans les relations humaines. Ce matin, il sera opportun de ne pas considérer intellectuellement ou verbalement la nature du plaisir et de la peur, et si nous avons la possibilité, de toute souffrance. Dans cette enquête, nous devons examiner de très près la question du temps. L'une des choses les plus difficiles est la communication, qui nécessite non seulement une précision dans l'utilisation des mots, mais aussi une précision de perception qui transcende tous les mots et un sentiment de contact intime avec la réalité. Si vous écoutez cet haut-parleur, vous interprétez simplement vos mots conformément à vos goûts et aux aversions personnelles, sans apprendre vos propres tendances interprétatives, alors le mot devient cette prison dans laquelle, malheureusement, la plupart nous sommes captifs de nous. Mais si la personne est composée du sens du mot et de ce qui se cache derrière lui, la communication devient possible. La communication implique non seulement une compréhension verbale, mais aussi un voyage ensemble, l'examen, participer ensemble et créer conjointement. Ceci est très important, surtout lorsque l'on parle de souffrance, de temps et de nature, de plaisir et de peur. Ce sont des problèmes très complexes. Chaque problème humain est vraiment complexe et nécessite, pour sa perception, une certaine austérité et une certaine simplicité. Avec le mot austérité, nous ne faisons pas référence à la rigidité ou à la gravité, ce qui signifie généralement donner à ce mot. Il n'y a aucune idée de cécité, de la discipline et du contrôle. Ce que nous avons en tête, c'est la simplicité de l'ostra qui doit exister dans l'examen et la compréhension des sujets auxquels nous traiterons. L'esprit doit être vraiment sensible. La sensibilité implique une intelligence qui va au-delà de l'interprétation intellectuelle, que cela va au-delà de l'émotivité et de l'enthousiasme. En examinant, en écoutant, en observant et en apprenant le temps, le plaisir, la peur et la souffrance, il est nécessaire que la sensibilité donne la perception immédiate que quelque chose est vrai ou faux. Sensibilité. Votre intellect n'est pas possible dans votre activité de pensée pour diviser et interpréter. J'espère que vous avez compris ce que nous avons dit lors de la dernière réunion sur la façon dont la pensée, par sa nature même, divise les relations humaines. Bien qu'elle soit nécessaire pour le raisonnement, la pensée claire est l'objectif. En ce qui concerne la plupart d'entre nous, la peur est notre compagnon constant. Que la personne soit consciente de lui ou non, elle est présente dans une évidence sombre de l'esprit. Et nous demandons s'il est possible pour l'esprit de se débarrasser complètement et totalement de cette charge. L'orateur peut suggérer cette question, mais c'est à vous de répondre, parce que le problème est le vôtre. Par conséquent, il doit être assez persistant et suffisamment subtil pour le percevoir et le suivre jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous quittez ce pavillon ce matin, votre esprit est exempt de peur. Cela peut demander beaucoup, mais c'est possible. Pour l'esprit qui était conditionné à la culture de la peur, avec les conséquences névrotiques compliquées de leurs actions,
La simple formulation de la question sur la possibilité d'être complètement libre de la peur est en soi un problème. Un problème n'existe que lorsqu'il est insoluble, quand nous ne pouvons pas y aller et qu'il revient et revient. Il pense qu'il a résolu la question de la peur, et cependant, il continue de se manifester sous différentes formes. Si vous dites « il est impossible de se débarrasser de la peur », il a déjà fermé la voie à vous-même. Nous devons faire très attention à ne pas fermer la voie nous-mêmes. Nous ne nous empêchons pas d'examiner la question de la peur jusqu'à sa solution complète. Chaque état de peur génère des activités nuisibles, non seulement névrotiques et psychologiquement, mais aussi à l'extérieur. Devient existant le problème de la sécurité, à la fois physique et psychologique. Faites attention à ce que nous disons, car nous examinerons quelque chose qui nécessite beaucoup d'attention. Pas votre accord ni votre interprétation, mais vous percevez et voyez la chose telle qu'elle est. Vous n'avez besoin d'aucun interprète. Examinez par vous-même et découvrez par vous-même. La plupart d'entre nous ont déjà eu des craintes physiques, comme la peur d'une maladie, l'anxiété qu'elle inspire et la douleur avec laquelle il nous déteste, ou la présence d'un danger physique. Face à un danger physique de toute nature, vous avez peur. Lorsque vous marchez dans des lieux sauvages de l'Inde, de l'Afrique ou de l'Amérique, vous pouvez trouver un ours, un serpent ou un tigre. Il y a alors une action immédiate. Pas d'action consciente et délibérée, mais une action instinctive. Maintenant, cette action procède de la peur ou de l'intelligence. Nous essayons de trouver une action intelligente par rapport à l'action née de la peur. Lorsque nous rencontrons un serpent, il n'y a qu'une réaction instantanée physique. Puisez, transpirez, essayez de faire quelque chose face à la situation. Il s'agit d'une réaction conditionnée. Parce qu'il y a beaucoup de générations, dites-nous que nous devons faire attention aux serpents avec des animaux sauvages. Le cerveau, le système nerveux, réagit instinctivement pour se protéger. Il s'agit d'une réaction naturelle et intelligente. Il est nécessaire de protéger l'organisme physique. Le serpent représente un danger. Et la réaction de protection à ce danger est une action intelligente. Considérez la douleur physique. Vous souffrez de douleur plus tôt et avez peur de revenir. Cette peur est causée par la pensée. En pensant à une chose qui s'est produite il y a 1 an ou hier, et cela pourrait arriver demain. Examinez cela bien, observez vos propres réactions et la nature de vos activités. Ici, la peur est produite à partir d'une pensée consciente ou inconsciente. Considérée comme le temps, pas le temps chronologique, pensez à ce qui s'est passé et créez la peur que cela réussit à nouveau à l'avenir. La pensée est donc le temps, et la pensée produit la peur. Je peux mourir demain. Vous pouvez en apprendre davantage sur une certaine chose que j'ai pratiquée dans le passé. Y pensez à peur. Vous avez fait quelque chose que vous ne voulez pas que vous deveniez connu, ou que vous vouliez faire une certaine chose qui ne pourra pas faire. Tout cela est le produit de la pensée, comme le temps. Ce mouvement de pensée peut-il générer la peur dans le temps? Et qui est le temps? Cessez. Comprenez-vous cette question? Des actions intelligentes de sa propre protection et de la préservation, le besoin physique de survie, qui est une réaction naturelle et intelligente. Et il y a l'autre réaction, l'idée de penser une chose et de projeter la possibilité de sa répétition à l'avenir, générant ainsi la peur. La question est la suivante. Ce mouvement de pensée, si direct, si constant et persuasif, peut-il cesser naturellement? Pas par l'opposition. Si vous vous opposez, cette opposition est toujours le produit de la pensée. Si vous travaillez libre pour l'arrêter, c'est toujours le produit de la pensée. Si tu dis « je ne veux pas penser de cette façon », quelle est l'entité qui dit, n'est-ce pas? Pensez, en espérant que, cessant ce mouvement, atteindra autre chose. Ensuite, nous avons un autre produit de la pensée. La pensée peut projeter cette chose et ne pas avoir la possibilité de l'obtenir. Par conséquent, encore une fois, la peur. Ainsi, nous demandons si toute cette activité de pensée qui produisait la peur psychologique, non seulement une sorte de peur, mais une multitude d'espèces, peut cesser naturellement, facilement, sans aucun effort. Si un effort est fait, cet effort est toujours pensé, et par conséquent,
un générateur de peur. Il est nécessaire de trouver un moyen de faire en sorte que cette pensée habite naturellement et ne crée plus de peur. Je vois que certains de mes anciens amis sont là, et je suis heureux de les voir. Comme nous aurons cette conférence, nous devrions faire face à ce dont je parlerai très attentivement, couvrant tout le domaine de la vie. Ainsi, veuillez avoir de la patience, ceux qui ont déjà entendu le professeur, car la répétition a une certaine valeur. Les préjugés ont quelque chose en commun avec les idéaux, les croyances et les confessions. Nous devons pouvoir réfléchir ensemble. Mais nos préjugés, nos idéaux, etc., limitent la capacité et l'énergie nécessaires à la pensée, à l'observation et à l'examen, afin que nous découvrions pour nous ce qui reste derrière toute confusion. Misère, terreur, destruction et la violence énorme du monde. Pour comprendre non seulement les simples faits externes qui se produisent, mais aussi la profondeur et le sens de tout cela, nous devons être capables d'observer ensemble. Pas vous observant d'une manière et le conférencier d'un autre, mais ensemble, nous observons la même chose. Cette observation, cet examen n'est plus possible si nous nous accrochons à nos préjugés, à nos expériences particulières et à notre compréhension particulière. Penser ensemble est extraordinairement important, car nous devons faire face à un monde qui se désintègre rapidement, dégénérant, un monde où il n'y a aucun sens de la morale, où rien n'est sacré et où personne ne respecte l'autre. Pour comprendre tout cela, pas seulement superficiellement décontracté, nous devons pénétrer sa profondeur, ce qui reste par derrière. Nous devons nous demander pourquoi, après des millions d'années d'évolution, l'homme, vous et tout le monde êtes devenus si violents, calleux, destructeurs, persistants dans les guerres et la bombe atomique. Le monde technologique évolue de plus en plus. Peut-être que cela peut être l'un des facteurs qui conduisent l'homme à devenir ce qu'il est. Alors, s'il vous plaît, réfléchissons ensemble, pas selon ma voix ou à ma façon, mais utilisez simplement votre capacité à réfléchir. La pensée est le facteur commun de toute l'humanité. Il n'y a pas de pensée orientale ni de pensée occidentale. Il n'y a que la capacité commune à penser, que nous soyons complètement pauvres ou plus sophistiqués, vivant dans une société opulente, que nous soyons chirurgiens, charpentiers, travailleurs de terrain ou un grand poète. La pensée est le facteur commun à nous tous. Nous ne semblons pas réaliser que la pensée est le facteur commun qui nous relie. Vous pensez que, selon vos propres capacités, votre propre énergie, votre propre expérience et vos connaissances, l'autre pense différemment selon votre expérience et votre conditionnement. Nous sommes tous coincés dans ce réseau de pensée. C'est un fait incontestable et réel. Nous avons été programmés biologiquement, physiquement, et également mentalement programmés, intellectuellement. Nous devons être conscients que nous étions programmés en tant qu'ordinateurs. Les ordinateurs sont programmés par des experts pour produire les résultats qu'ils souhaitent. Et ces ordinateurs dépassaient l'homme dans la pensée. Ces ordinateurs peuvent accroître l'expérience et, grâce à cette expérience, apprendre, accumuler des connaissances en fonction de votre programme. Peu à peu, ils dépasseront toute notre réflexion sur la précision, et plus rapidement. Bien sûr, ils ne peuvent pas composer comme Beethoven ou Keats, mais ils dépasseront notre réflexion. Alors qu'est-ce que l'homme? Il a été programmé comme catholique, protestant, pour être italien ou anglais, etc. Pendant des siècles, il a été programmé pour croire, avoir la foi, suivre certains rituels, certains dogmes, programmé pour être nationaliste et aller à la guerre. D'une certaine manière, le cerveau est devenu comme un ordinateur, mais pas si capable, car sa pensée est limitée. Bien que l'ordinateur, bien que également limité, puisse penser beaucoup plus rapidement que l'être humain et peut le dépasser. Ce sont les faits. Autrement dit, ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce qui est fait de l'homme? Alors, qu'est-ce que l'homme? Si les robots et l'ordinateur peuvent faire presque tout ce que l'être humain peut faire, alors quelle sera la future société de l'homme?
Quand les voitures peuvent-elles être construites par le robot et l'ordinateur? Probablement beaucoup mieux. Alors, quel sera l'homme en tant qu'entité sociale? Nous sommes confrontés à ces problèmes et à bien d'autres. Vous ne pouvez plus considérer comme des chrétiens, des bouddhistes, des hindous et des musulmans. Nous sommes confrontés à une crise énorme. Une crise que les politiciens ne peuvent jamais résoudre parce qu'ils sont programmés pour penser d'une certaine manière. Même les scientifiques ne peuvent pas comprendre ou résoudre la crise. Pas même le monde des affaires, aussi le monde de l'argent. Le moment critique, la décision perceptuelle, le défi, n'est pas en politique, dans la religion, dans le monde scientifique. C'est dans notre conscience. Nous devons comprendre la conscience de l'humanité, ce qui nous a amenés à ce point. Nous devons être très sérieux à propos de ce sujet, car nous sommes vraiment face à quelque chose de très dangereux dans le monde, où il y a la prolifération de la bombe atomique que certains fous activeront. Nous devons tous être consolés à partir de tout cela. Nous devons être très graves, nous n'avons ni léger ni négligent, mais intéressés à comprendre ce comportement et la façon dont la pensée humaine nous a conduits à nous tous vers ce point. Nous devons être capables de pénétrer très attentivement, avec une observation profonde pour comprendre ensemble ce qui se passe, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. L'activité psychologique intérieure dépasse toujours l'extérieur. Pour plus de réglementation, des sanctions, des décisions que vous pouvez avoir à l'extérieur sont toutes brisées par nos désirs, les peurs et les angoisses psychologiques, l'empressement de la sécurité. À moins que nous ne compreniez que, quel que soit l'aspect externe de l'ordre que nous avons, le trouble intérieur dépasse toujours lesquels il est conforme à l'extérieur, discipliné et régularisé. Il peut y avoir des institutions soigneusement construites, politiques, religieux, économiques, mais quelle que soit sa construction, à moins que notre conscience intérieure ne soit dans un ordre complet, le trouble intérieur surmontera toujours, le plein intérieur surmontera toujours. Nous l'avons vu historiquement, et se produit maintenant, frontière nos yeux. Et c'est un fait, le moment décisif est dans notre conscience. Notre conscience est un cas très compliqué. De nombreux volumes ont déjà été écrits à leur sujet, à l'Est et à l'Ouest. Nous ne sommes pas consolés de notre propre conscience. Pour examiner cette conscience dans toute sa complexité, nous devons être libres de regarder pour être consolidés de votre mouvement, sans aucun choix. Ce n'est pas que le conférencier vous pousse à regarder ou à entendre tout le mouvement intérieur de la conscience d'une certaine manière. La conscience est commune à toute l'humanité. Dans le monde, chaque homme souffre, à la fois en interne et en externe. Anxiété, incertitude, tout le désespoir de la solitude, de l'insécurité, jalousie, cupidité, envie et souffrance. La conscience humaine est un tout, pas la vôtre, ma conscience. Ceci est logique, sensé et rationnel. Où que vous alliez dans n'importe quelle humeur, vous vivez, qu'il soit opulent ou dégradé, que ce soit croire en un Dieu ou une autre entité. La croyance et la foi sont communes à toute l'humanité. Les images et les symboles peuvent être totalement différents dans de nombreux endroits, mais ils proviennent de quelque chose de commun à toute l'humanité. Ce n'est pas seulement une déclaration verbale. Si vous le prenez comme une déclaration verbale, comme une idée, un concept, alors vous ne voyez pas votre profonde signification. Le sens est que votre conscience est la conscience de toute l'humanité, parce que vous souffrez est anxieuse, solitaire, peu sûre, confuse, tout comme les autres, bien qu'elles vivent à 10 000 miles de là. La perception de cela, le sentiment dans le plus intime, est totalement différent de la simple acceptation verbale. Quand tu comprends que ce sont les autres de l'humanité, cela apporte une énergie énorme. Vous avez traversé la trace étroite de l'individualité, le cercle étroit de soi, et vous, de nous et d'eux. Nous examinons ensemble. Cette conscience est assez complexe de l'homme. Pas d'homme européen, d'homme asiatique ou de l'homme du Moyen-Orient, mais ce mouvement extraordinaire dans le temps qui s'est perpétué dans la conscience depuis des millions d'années.
L'ordre est nécessaire dans notre activité quotidienne, notre ordre dans notre action et notre ordre dans notre relation entre nous. Nous devons comprendre que la qualité même de l'ordre est totalement différente de celle de la discipline. L'ordre est directement atteint en apprenant nous-mêmes, et non selon un philosophe ou un psychologue. Nous découvrons l'ordre pour nous-mêmes lorsque nous sommes exempts de tout le sentiment de contrainte, du sens de l'effort déterminé, pour obtenir l'ordre selon un chemin particulier. Cet ordre naît très naturellement. Dans cet ordre, il y a une intégrité. C'est l'ordre, non selon un modèle, pas seulement du monde extérieur, qui est devenu si complètement chaotique, mais en interne, en nous-mêmes, où nous ne sommes pas clairs, où nous sommes confus et incertains. Apprendre à notre propre respect fait partie de l'ordre. Si vous suivez quelqu'un d'autre, aussi savant qu'il le soit, vous ne pourrez pas vous comprendre. Pour savoir quelle est la commande, nous devons commencer à comprendre la nature de nos relations. Notre vie est un mouvement relationnel. Autant que nous pouvons penser que nous vivons seuls, nous sommes toujours liés à une chose ou à une autre, à la fois du passé et avec quelque chose ou une image projetée pour l'avenir. Ainsi, la vie est un mouvement de relations, et dans cette relation, il y a un trouble. Nous devons examiner attentivement pourquoi nous vivons de ce trouble, avec nos relations les uns avec les autres, aussi intimes ou superficielles qu'ils le soient. Je n'essaie pas de les persuader de penser à une direction particulière ou de faire une pression persuasive ou subtile sur vous. Au contraire, nous considérons soigneusement nos problèmes humains et découvrons ce que notre relation est les uns avec les autres, et si dans cette relation, nous pouvons produire de l'ordre. Pour comprendre toute la signification de la relation entre eux, aussi intime ou plus loin, nous devons commencer à comprendre pourquoi le cerveau crée des images. Nous avons images de nous-mêmes et images des autres. Pourquoi chacun a-t-il une image particulière et s'identifie à une image? L'image est requise. Cela nous donne un sentiment de sécurité. L'image ne produit pas la séparation des humains. Nous devons comprendre attentivement notre relation avec la femme, avec son mari ou son ami. Regardez attentivement. N'essayez pas de l'éviter, n'essayez pas de l'ignorer. Nous devons examiner ensemble et découvrir pourquoi les humains du monde entier ont ce mécanisme extraordinaire qui crée des images, des symboles et des modèles. Est-ce parce que dans ces modèles, les symboles et les images sont une excellente sécurité? Si vous observez, vous vous rendrez compte qu'ils font une image d'eux-mêmes. Être une image de la vanité, qui est l'arrogance, être une image contraire, où vous avez accumulé une grande expérience, avez acquis une vaste connaissance, ce qui en eux-mêmes crée l'image de l'expert. Pourquoi avons-nous des images de nous-mêmes? Ces images séparent les gens. Si vous avez une image de vous-même en tant que Suisse, l'anglais ou le français, etc., cette image déforme non seulement son observation de l'humanité, mais les sépare également des autres. Il y a toujours une séparation, une division. Et il y a des conflits. Comme il y a un conflit dans le monde, l'arabe contre israélite, le musulman contre les hindous, une église chrétienne contre une autre. La division nationale et économique, tout résulte d'images, de concepts et d'idées, et le cerveau s'accroche à ces images. Pourquoi? C'est à cause de notre éducation, en raison de notre culture où l'individu est plus important et où la société collective est-elle une chose totalement différente de l'individu. Cela fait partie de notre culture, cela fait partie de notre formation religieuse et de notre éducation quotidienne. Quand quelqu'un a une image lui-même, comme l'anglais ou l'américain, cette image lui donne une sécurité. C'est très évident, ayant créé l'image de vous-même, cette image devient semi-permanente. Derrière cette image ou avec cette image, vous essayez d'obtenir la sécurité, la protection, une forme de résistance. Lorsque nous sommes les uns des autres, bien que délicatement, bien que subtilement, psychique ou physiquement, il y a une réponse basée sur une image. Si quelqu'un est marié ou a une relation intime avec quelqu'un d'autre, une image est formée dans sa vie quotidienne. Que cette relation ait été il y a une semaine ou 10 ans, l'image de l'autre personne est lentement formée, étape par étape. Chaque réaction est rappelée, ajoutée à l'image et stockée dans le cerveau
afin que la relation puisse être physique, sexuelle ou mentale, en fait, entre deux images, sa propre image et celle de l'autre. Je ne dis rien d'extravagant, exotique ou fantastique, je regarde juste que ces images existent. Les images existent et ne peuvent jamais se connaître complètement. Si quelqu'un est marié ou a une petite amie, il ne peut jamais la connaître complètement. Il pense qu'il le sait parce qu'il a vécu avec cette personne, des souvenirs accumulés de divers incidents, de divers les irritations et toutes les occurrences qui se produisent dans la vie quotidienne. Tout comme elle a également eu ses réactions et ses images, de ces réactions sont fixées dans le cerveau. Ces images représentent une partie extraordinairement importante de nos vies. Vraiment, très peu d'entre nous sont exempts de toute forme d'image. Être libre d'image est la vraie liberté. Dans cette liberté, aucune division n'est produite par les images. Si nous sommes des hindous, nés en Inde, avec tout le conditionnement auquel nous sommes soumis, le conditionnement de la race, ou un groupe particulier, avec ses superstitions, avec ses croyances religieuses, ses dogmes et ses rituels, toute la structure de cette société, nous vivre avec ce complexe d'image qui est notre conditionnement, Et autant que nous pouvons parler de la fraternité et de l'unité, tous, ce ne sont que des mots vides, sans aucune signification quotidienne. Mais si nous nous libérons de toute cette imposition, de tout conditionnement, tout cela contrasenso superstitieux. Nous détruisons donc l'image. Et aussi dans notre relation, si nous sommes mariés ou vivons avec quelqu'un d'autre, sera-t-il possible de ne pas créer d'image? N'enregistrez pas un incident qui peut être agréable ou douloureux dans cette relation particulière. N'enregistrez aucune insulte, ni flatterie, ni encouragement, ni découragement. Est-il possible de ne pas s'inscrire? Parce que si le cerveau enregistre constamment tout ce qui se passe psychologiquement, alors il n'est jamais libre de rester silencieux, il ne peut jamais être calme. Nous devons considérer ensemble si le cerveau, qui ne fonctionne désormais que partiellement, a la capacité de fonctionner complètement. Maintenant, nous n'en utilisons qu'une partie, ce que nous pouvons voir pour nous-mêmes. Nous pouvons voir que la spécialisation, qui peut être nécessaire, produit le fonctionnement d'une seule partie du cerveau. Si nous sommes des scientifiques spécialisés dans cette affaire, ne fait naturellement qu'une partie du cerveau. Si nous sommes mathématiques, il en va de même. Dans le monde moderne, nous devons nous spécialiser et nous demandons s'il est toujours possible de permettre au cerveau de fonctionner complètement. Et une autre question que nous posons est la suivante. Qu'arrivera-t-il à l'humanité, avec nous tous, lorsque l'ordinateur surmonte l'homme dans la pensée? Disent avec précision et rapidement. Comme disent les experts, avec le développement du robot, l'homme n'aura que 2 heures de travail par jour. Cela peut se produire dans un avenir prévisible. Alors que fera le homme? Est-il absorbé par le domaine du plaisir? Cela se produit déjà. Les sports deviennent plus importants. Il y a la télévision et il y a les variétés de divertissements religieux, où il tournera à l'intérieur ce qui n'est pas un divertissement, mais quelque chose qui nécessite une grande capacité à observer, à examiner, et non à une perception personnelle. Ce sont les deux possibilités. Le contenu de base de notre conscience humaine est de rechercher le plaisir et d'éviter la peur. L'humanité suivra-t-elle de plus en plus de divertissements? Espérons que ces réunions ne sont pas une forme de divertissement. Maintenant, le cerveau peut-il être totalement libre de fonctionner entièrement? Parce que toute spécialisation, ou suivi n'importe quel chemin, une certaine routine habituelle ou modèle implique inévitablement que le cerveau fonctionne partiellement, et donc avec une énergie limitée. Nous vivons dans une société de spécialisation. Ingénieurs, physiciens, chirurgiens, charpentiers et spécialisation des croyances, dogmes et rituels privés. Certaines spécialisations sont nécessaires, comme le chirurgien ou le menuisier, mais
Malgré cela, le cerveau peut-il fonctionner complètement, entièrement, et donc avoir une énergie extraordinaire? C'est-à-dire, je pense, une question très sérieuse, que nous devons poser ensemble. Si nous regardons notre propre activité, nous constatons que le cerveau fonctionne très partiellement, fragmentairement, ce qui entraîne que notre énergie devient de moins en plus petite à mesure que nous vieillissons. Biologiquement, physiquement. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes pleins de vitalité. Mais lorsque nous sommes instruits, puis suivons un mode de vie qui nécessite une spécialisation, l'activité cérébrale devient réduite, limitée, et son énergie devient de moins en plus petite. Bien que le cerveau puisse être obligé d'avoir une certaine forme de spécialisation, pas une spécialisation religieuse, car c'est la superstition. Comment le chirurgien, par exemple, peut-il également opérer en totalité? Vous ne pouvez fonctionner pleinement avec l'énorme vitalité d'1 million d'années lorsqu'il est complètement gratuit. La spécialisation qui est maintenant nécessaire pour faire la vie peut ne pas être nécessaire si l'ordinateur assume la commande. Il ne prendra pas la chirurgie, évidemment. Il n'assumera pas le sentiment de beauté comme lorsque nous regardons les étoiles la nuit, mais il peut prendre le commandement d'autres fonctions. Le cerveau humain peut-il être totalement libre sans aucune forme de connexion? Connexion à certaines croyances, expériences, etc. Lorsque le cerveau est occupé par des problèmes, une spécialisation avec un mode de vie, c'est dans une activité limitée. Mais lorsque l'ordinateur a pris le relais, cette activité deviendra de plus en plus petite et par conséquent, elle se détériorera. Ce n'est pas quelque chose pour l'avenir. Cela se produit vraiment maintenant, si nous observons notre propre activité mentale. Votre conscience peut-elle, avec votre contenu de base de la peur, la recherche, le plaisir, avec toutes les implications de chagrin, de douleur et de souffrance, est-il blessé intérieurement et ainsi de suite, devenant totalement libre? Nous pouvons avoir d'autres formes de conscience. La conscience du groupe, la conscience raciale, la conscience nationale, la conscience du groupe catholique, le groupe hindou, etc. Mais en gros, le contenu de notre conscience est la peur, la poursuite du plaisir et la douleur, la souffrance et, enfin, la mort. Cela comprend le contenu central de notre conscience. Nous observons ensemble tout le phénomène de l'existence humaine qui est notre existence. Nous sommes l'humanité parce que notre conscience, qu'elle soit chrétienne, qui vit dans le monde occidental, celle d'un musulman au Moyen-Orient, ou celle d'un bouddhiste dans le monde asiatique, est essentiellement la peur, la poursuite du plaisir et la charge sans fin de douleur, blessés et souffrance. Notre conscience n'est pas la nôtre, personnelle. Ceci est très difficile à accepter, car nous étions tellement conditionnés si nous avons demandé que nous résisons au fait réel que nous ne sommes en aucun cas des individus. Nous sommes tous l'humanité. Ce n'est pas une idée romantique, ce n'est pas un concept philosophique, ce n'est pas absolument un idéal. C'est un fait si nous examinons attentivement. Ainsi, nous devons savoir si le cerveau peut être exempt du contenu de votre conscience. Messieurs, pourquoi écoutez-vous le professeur? Est-ce parce que, écoutant le conférencier, écoute-t-il même? Est-ce ce qui se passe? Le conférencier fait juste une observation. Agissant comme un miroir dans lequel vous vous voyez la réalité de votre propre conscience. Ce n'est pas la description que le professeur observe, ce qui devient juste une idée si vous ne faites rien de plus que de vous accompagner. Mais si, grâce à la description, vous réalisez vraiment l'état de votre esprit, votre propre conscience, alors écouter le conférencier est d'une certaine importance. Et si à la fin de ces conférences que vous vous dites « Je n'ai pas changé, pourquoi ?» Et c'est de ta faute. Vous avez parlé peut-être pendant 50 ans et je n'ai pas changé. Est-ce la faute du professeur? Ou s'ils disent « Je n'ai pas pu le mettre en action », c'est naturellement la faute du professeur. À travers la description faite par des mots, qui est la conscience de toute l'humanité, le monde occidental peut croire en certains symboles religieux et rituels. Le monde oriental fait de même.
Mais derrière tout cela est la même peur, la même recherche de plaisir, la même charge de cupidité, la douleur, la blessure, et le fait de vouloir bien faire. Tout cela est commun à toute l'humanité. Ainsi, en entendant, nous apprenons nous-mêmes. Et pas seulement en suivant la description. Nous apprenons vraiment à nous regarder et donc à produire une liberté totale dans laquelle chaque cerveau peut fonctionner. Après tout, la méditation, l'amour et la compassion sont des opérations de tout le cerveau. Lorsqu'il y a le fonctionnement de l'ensemble, il y a une commande complète. Lorsqu'il y a un ordre intégral, intérieur, il y a une liberté totale. Et ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir quelque chose de sacré intemporel. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas quelque chose à obtenir. Ceci, qui est éternellement intemporel et sacré, ne se produit que lorsque le cerveau est totalement libre de travailler en entier. Le contenu de notre conscience est formé par toutes les activités de pensée. Le contenu peut-il toujours être gratuit pour qu'il existe une dimension totalement différente? Regardons donc tout le mouvement du plaisir. Il n'y a pas seulement du plaisir biologique, y compris le sexuel. Il y a aussi du plaisir à la possession, le plaisir d'avoir de l'argent, le plaisir d'obtenir quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Il y a du plaisir dans le pouvoir politique ou religieux, le pouvoir sur une personne, le plaisir de l'acquisition de la connaissance et de l'expression de cette connaissance en tant qu'enseignant, écrivain ou poète. La satisfaction pour mener une vie très stricte, morale et ascétique. Le plaisir d'obtenir quelque chose d'intérieur qui n'est pas commun à l'homme ordinaire. C'est le modèle de notre existence depuis des millions d'années. Le cerveau était conditionné à cela et est donc devenu limité. Tout ce qui est conditionné est limité. Et donc le cerveau, lors de la poursuite des différentes formes de plaisir, il devient inévitablement petit, limité et étroit. Et probablement, faisant cela inconsciemment, nous recherchons différentes formes de divertissement. Soulagement par le sexe à travers différentes espèces de réalisations. Veuillez noter cela en vous-même, votre propre activité dans la vie quotidienne. Si vous regardez, vous verrez que notre cerveau est occupé chaque jour avec une chose ou une autre, bavarder, parler sans cesse, comme une machine qui ne s'arrête jamais. Et donc le cerveau s'use progressivement et deviendra inactif si l'ordinateur prend sa place. Alors pourquoi les êtres humains sont-ils attachés à cette recherche perpétuelle de plaisir? Pourquoi? Est-ce parce qu'ils sont complètement seuls? Fuient-ils ce sentiment d'isolement? Est-ce parce que c'était de l'enfance conditionné à cela? Est-ce parce que la pensée crée l'image du plaisir, puis la recherche? La pensée est-elle la source du plaisir? Par exemple, nous avons eu une sorte de plaisir lorsque nous mangeons des plats très chauds, ou le plaisir sexuel, ou le plaisir d'être flatté, et le cerveau enregistre ce plaisir. Et les incidents qui ont produit le plaisir ont été enregistrés dans le cerveau. Et la mémoire de ces incidents d'hier ou de la semaine dernière est le mouvement de la pensée. La pensée est le mouvement du plaisir. Le cerveau a enregistré des incidents agréables et passionnants qui méritent d'être rappelés. Et la pensée les projette à l'avenir et les cherche. Ainsi, la question est donc pourquoi la pensée mène à la mémoire d'un incident qui a réussi et terminé. Cela ne fait-il pas partie de notre occupation? Un homme qui veut de l'argent, du pouvoir, du poste est perpétuellement occupé avec cela. Peut-être que le cerveau est ainsi occupé par le souvenir de quelque chose la semaine dernière, qui a fait grand plaisir et qui est conservé dans le cerveau. Cette pensée se projette comme un plaisir futur et le cherche. La répétition du plaisir est le mouvement de la pensée, et donc limité. En conséquence, le cerveau ne peut jamais fonctionner entièrement, ne peut fonctionner que partiellement. Maintenant, la question suivante est, si c'est le modèle de pensée, comment la pensée peut-elle être détenue? Ou plutôt, comment le cerveau peut-il arrêter de s'inscrire d'hier qui a fait du plaisir? C'est une question évidente. Mais pourquoi le faisons-nous? Pourquoi? Est-ce parce que nous voulons échapper au mouvement du plaisir? Et cette même évasion
est une autre forme de plaisir. Mais si vous réalisez le fait que l'incident qui a fourni un grand plaisir, un plaisir, une excitation, est terminé, ce n'est plus une chose vivante, mais quelque chose qui s'est produit il y a une semaine. C'était une chose vivante à l'époque, mais ce n'est pas maintenant. Ne pouvez-vous pas le terminer? Le terminer ne le prend pas. La question n'est pas de savoir comment la terminer, ni comment l'arrêter, c'est juste voir concrètement comme le cerveau, comment la pensée fonctionne. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.